le jeu. Ok, impressionnant. Plus drôle, sur un Thermomix. C'est pas mal ça aussi. Et c'est même pas un vrai Thermomix, c'est un monsieur cuisine, donc on est encore dans l'entrée de gamme vraiment. Donc assez impressionnant, en plus ça c'était français, c'est cool. Et mon préféré, sur un test de grossesse connecté. Donc là quand même, il y a du level. Donc voilà, Doom, les gens pètent un câble, hein, ils le portent sur tout et n'importe quoi. Et c'est assez impressionnant. Il y a une communauté qui s'est créée même, un Kenneth Run Doom sur Reddit, où en fait on voit toutes les 2 semaines un mec qui vient poster ouais, j'ai porté ça. Le dernier que j'ai vu, c'est sur une vapoteuse. Parfois ils ont des petits écrans, donc ils l'ont porté dessus. Et j'ai vu aussi ce matin sur un dashboard Grafana d'Analytics, ils utilisent ça pour porter le jeu. Donc pas mal impressionnant. Et tellement qu'il y a pas mal de comiques du genre, ouais, si on découvre un ordi alien sur Terre, tous les thésards vont être en mode, c'est super impressionnant, on va apprendre tellement de choses sur la philosophie de... Bam, en fait, il y a un ingénieur, il a déjà fait tourner Doom dessus. Donc c'est un peu un running gag d'Internet de faire tourner Doom sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi? Parce que, déjà, c'est open source. Donc ça, c'est cool. Donc ID Software, là, vous allez voir, vous pouvez aller tout de suite sur GitHub, il y est. Il a une licence, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez dessus. Et on va en parler un tout petit peu après, c'est quand même plutôt bien codé. Donc ça va revenir, c'est codé d'une manière... Enfin, moi, je ne fais pas de C du tout, mais en passant pas mal de temps avec mon peu de C que j'ai fait depuis la fac, on voit quand même des patterns qui font que, ok, c'est quand même plutôt classe. Ok, ça c'est la partie Doom. De l'autre côté, il y a le Kindle. Donc un Kindle, qu'est-ce que c'est? Un Kindle, c'est une liseuse électronique, si vous en avez jamais vu. Ça ressemble à ça. Ici, il s'allume. Je ne l'ai pas allumé depuis un petit moment. Donc en fait, c'est un truc pour lire des bouquins, en gros. Moi, je lis pas mal de bouquins d'SF et de fantasy qui font 2000 pages, et dans le métro, c'est pas super pratique. Du coup, j'ai toute ma bibliothèque sur une Kindle. Donc ça, c'est ma Kindle perso. Donc c'est un peu haut de gamme. Une Kindle, c'est une liseuse d'Amazon. Hein. Elle coûte 250 €. Je ne vais pas faire le talk dessus. Je vais utiliser un Kindle que j'ai acheté sur le Bon Coin à 25 €. C'est un peu mieux. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable pour lire parce que du coup, c'est pas des vrais écrans avec des pixels, avec des LED rétroéclairés. C'est juste de l'encre électronique. Et l'encre électronique, en fait, sur les yeux, c'est plus à l'aise et on sait pas mal. Donc ça, c'est un Kindle de 4e génération que je vous ai montré. Donc ça date un petit peu. Et très rapidement, pour vous expliquer comment marche l'encre électronique, là, ce que vous voyez ici, c'est un pixel. Donc ici, il y en a plein, il y en a 500 000 des pixels sur mon Kindle. Et un des pixels, ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, il y a des billes blanches, il y a des billes noires, et tout est magnétisé. C'est-à-dire qu'en passant du courant, on peut faire monter un certain nombre de billes vers le haut, de billes noires vers le haut. Et en fait, on peut faire des nuances de gris avec, en passant un certain courant avec un certain magnétisme. Et du coup, c'est super pratique parce que du coup, c'est pas de la lumière et c'est super à l'aise sur les yeux. Fondamentalement, toutes les liseuses fonctionnent comme ça. Là, récemment, il y en a avec des couleurs, mais fondamentalement, c'est toujours du magnétisme avec des billes qui montent vers le haut. Donc moi, j'ai un Kindle de 4e génération, donc pas mal quelques stats. Donc il est sorti en septembre 2011, donc ça date un petit peu. C'est un écran de 600 par 800 et ça fait du grayscale. Donc ça, c'est assez important parce qu'on fait souvent l'amalgame. Des liseuses, ça ne fait pas du noir et du blanc, ça fait des nuances de gris, ça fait du grayscale. Donc l'OS, c'est un Linux à la sauce Amazon, parce que du coup, Kindle, ce que je disais, c'est la gamme de liseuses de Amazon. Il y a plein d'autres modèles, mais voilà, c'est celui que j'ai. Donc c'est un Linux qu'ils ont un peu recodé. Mémoire 256 MB, CPU ARM Cortex A8. Voilà. Donc je me dis, ça c'est un ordinateur techniquement. Si c'est un ordinateur, je peux runner du code dessus. Si c'est un ordinateur, je peux essayer de faire des choses. Avant de parler de Doom. Mais bon, ok. Donc je me dis, avant de pouvoir runner des trucs dessus, il faut pouvoir m'approprier le Kindle. Et donc en fait là, moi j'ai eu la chance, étant plus jeune, de bidouiller plein de petits trucs. Donc j'ai cassé ma Wii plein de fois, j'ai briqué ma Wii plein de fois, j'ai jailbreaké ma Wii plein de fois, et parfois avec succès, parfois pas avec du succès. Et du coup, voilà, le jailbreak, ce que ça veut dire, c'est s'approprier un device, c'est casser les règles que le fabricant du device a mis pour en faire ce que je veux. Donc c'est souvent dans les consoles, dans les téléphones à l'époque. Le jailbreak, ça vient aussi du monde iOS. À l'époque, sur les iOS, on pouvait quasiment rien faire, sur les iPhones de l'époque, pardon. On ne pouvait même pas changer son fond d'écran, et il y a des devs qui étaient en mode, j'aimerais quand même bien m'approprier le truc. Et du coup, ils jailbreakaient leur iPhone. Donc ça passe par installer des scripts, des choses par-ci, par-là, pour réinitialiser des settings. Donc si je veux runner du code sur Kindle, ce qui n'est pas censé être faisable de base, il faut que je jailbreak mon Kindle. Et pour ça, je vais faire confiance à mobilereads.com. Donc mobilereads.com, c'est dur à le croire, mais en fait c'est un forum dédié aux liseuses électroniques.
Donc c'est que des nerds comme moi de l'ISO électronique. On passe notre temps dessus, c'est super cool. Ça parle de format de bouquins, d'écran, donc d'encre électronique, de tous les modèles. Et forcément, il y a une section Kindle Hacks et, pour mon modèle en plus, donc c'est parfait. Et comme j'ai fait avec ma Wii à mon époque, je vais suivre le tutoriel et le readme sans trop comprendre. Et du coup, première étape, c'est se faire passer pour un dev Amazon. Parce que les devs Amazon, lorsqu'ils développent sur Kindle, bah, ils ont plein de droits, ils peuvent faire plein de choses dessus. Donc on va juste aller suivre le readme et prendre InterGZ. Donc c'est un fichier qui est sur le forum, il y a des mecs très intelligents qui ont fait un readme super clean pour te dire ok, bah, tu copies ça ici, tu fais ça, tu fais ça. Donc en fait ce que va faire ce TarGZ, en fait, c'est à l'intérieur ils ont des fausses clés de dev qu'ils ont réussi à rétro-ingénierer, ils sont assez forts. Lancer le Kindle en mode diagnostic, runner quelques scripts pour se donner des droits et ça marche automatiquement. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce fichier sur mon Kindle. Rappelez-vous, mon Kindle il est connecté en USB parce que en soi, à la base, en fait, je copie des livres dessus, mais rien m'empêche, des fichiers EPUB ou des fichiers MOBI, le format de livre électronique que vous utilisez, sauf que rien m'empêche de copier un TarGZ. Donc c'est ce que je fais, je copie-colle. On restart en suivant le readme assez bêtement, et magique, le Kindle est jailbreaké. Donc ça va assez rapidement. Mais ça, c'est la première étape. Maintenant que j'ai jailbreaké mon Kindle, je vais pouvoir installer des choses dessus, avant même de runner du code. Et le premier truc que je vais installer, c'est un package externe qui s'appelle USB Network, qui va me permettre de faire de la connexion SSH, parce que je vais pouvoir me connecter sur mon Kindle et essayer de faire des trucs dessus, en gros. Donc pareil, assez simple, je fais confiance à Mobile Reads, rien de spécial, USB Network, on télécharge, on copie-colle. On va faire une mini config SSH, donc rien de compliqué. Le seul truc important, c'est du coup l'adresse de mon Kindle, donc 192.68.15.244. Et normalement, avec ça, je devrais pouvoir me connecter dessus. Dernier truc à faire avant de s'amuser dessus, c'est virer Amazon de mon Kindle. Parce que du coup, un truc qui arrive très souvent lorsque vous traînez dans les forums de Homebrew et de Jailbreak, c'est que en fait, vous oubliez de désactiver les mises à jour automatiques. Nintendo passe, met à jour votre Wii, et donc dans le meilleur des cas, vous avez juste perdu du temps, ils ont juste tout réinitialisé, parce que il y a des fichiers qui ne doivent pas être là, ils installent la nouvelle version du firmware, vous avez perdu tout votre temps. Ça, c'est dans le meilleur des cas, à l'époque c'était ça. En 2025, ils sont un peu plus violents. Nintendo, typiquement, ce qu'ils font lorsqu'ils découvrent une Switch craquée ou une Switch avec des mods, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous bannent du eShop. Ce qui en soi, c'est le jeu, je comprends. Bon, là, j'ai joué avec le device, j'ai fait un peu de la merde avec. Vous me virez, je respecte la licence, vous me virez du eShop, je ne peux plus acheter de jeu officiel. Ok. Sauf qu'il y a à peu près 3 mois, ils ont commencé à directement briquer les consoles eux-mêmes. Et briquer une console, en gros, c'est la rendre inutilisable, comme une brique, en gros. Et en fait, ils désactivaient tout plein de choses et la console était inutilisable. Ce qui a lancé pas mal de débats dans la communauté, parce que du coup, autant ne pas respecter les licences et m'empêcher d'accéder à des services, c'est le jeu. Autant m'empêcher d'utiliser un device que j'ai acheté, ça lance un débat sur l'ownership du device et des trucs comme ça. Mais bon, là n'est pas le débat. Donc, ce que moi je vais faire, c'est un Kindle assez vieux, c'est assez simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste désactiver les updates automatiques. C'est renommer un fichier. Maintenant que je suis développeur Amazon, j'ai les droits de désactiver ça. C'est assez simple. OK. Donc, merci Mobile Reads. Jusqu'à là, pas beaucoup de mérite de ma part. J'ai juste suivi le readme comme quand j'avais 14 ans et que je voulais jouer à la Wii. Donc, on peut tester déjà. Alors là, on a un terminal. Donc là, je suis sur le terminal de mon ordi. Si je fais un ls, tout va bien. Ça, c'est la presse dans laquelle je suis. Okay. Si je fais un uname-a, vous voyez que là, je suis sur mon Mac. Tu vois, Darwin, Mustapha, MacBook Pro. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de me SSH sur l'adresse de mon Kindle? Rappelez-vous, il est connecté par USB. Donc si je fais ça, déjà je me connecte, bam, déjà welcome to Kindle, déjà c'est plutôt cool, je me reconnais. Par contre, il y a un mot de passe. On cherche un peu sur Internet et on trouve des mecs super intelligents qui ont reverse engineeré tout ça aussi et qui ont trouvé les mots de passe par défaut SSH. Et du coup, je n'ai pas trop de problèmes avec Amazon, en plus c'est filmé, donc je ne vais pas vous dire le mot de passe. Par contre, c'est juste un plombier italien assez connu avec un chapeau rouge. Et premier degré, c'est vraiment ça le mot de passe par défaut. Hop, on est dedans, c'est incroyable. Donc là, si je fais un uname, A, Linux Kindle 2.6, 31, machin, on sait SSH sur le Kindle, donc ça c'est plutôt cool. Et donc si je fais cd/, hop là, ls, ici les devs, normalement vous reconnaissez un petit peu quelque chose, /var, /usr, /tmp, c'est un ordinateur. Donc ça nous rassure dans le fait que je peux exécuter du code dessus, quoi qu'il arrive, à un moment, je peux faire des choses. Donc très bien. On est dessus, on est SSH, très très bien. Donc je vais essayer, premier truc,
Moi, je ne suis pas dev C, mais en soi, je peux juste créer un fichier C, le compiler et l'exécuter sur mon Linux. Ça devrait être assez simple. Donc, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai un Hello World à ma sauce. Donc, can I kick it? Yes, you can. C'est un fichier Hello, tout va bien. Rappelez-vous, le C, c'est compilé. Donc, GCC, c'est mon compilateur. Output Hello, donc mon binaire, à partir de mon fichier C. Super simple. OK. On tente. Donc là, je suis sur mon ordinateur. Si je vais dans Snippets, normalement, j'ai déjà Hello. Ici, donc là, je suis sur mon ordi. Il y a mon fichier C. Très bien. Rien de spécial. GCC, première année d'info. Normalement, ça devrait aller. Si je fais ça, Kanakiki Diasukan sur mon ordi, tout va bien. Rien de spécial. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste SCP. Donc, SCP, c'est de la copie SSH. Copier mon binaire Hello que je viens de créer sur mon Kindle dans /var/temp/root/demo. Super simple. OK. On me redemande mon plombier italien. Tout va bien. Là. 100%, ça s'est copié. Génial. Je mets SSH dessus pour aller exécuter ça. Et comme ça, on pourra passer à Doom. Hop là. C'est des démos. Hello. Et ça ne marche pas du tout. Syntaxe error. Alors moi qui suis dev TypeScript dans du cloud, je reviens dans du monde compilé, je vois ça, je dis bon, c'est quoi ce bordel? Enfin, normalement, je compile un truc, je balance, ça marche. Tout le monde me dit que c'est le low level, pardon, c'est ça. Je comprends pas, ça marche pas. Et du coup, les plus perspicaces ont dû voir un truc. Oui, c'est que ici, sur cette page, il y a une partie importante, c'est le CPU là. C'est écrit ARM Cortex A8. Donc je reviens voir, je me dis c'est quand même bizarre ça. Et je me renseigne. Et en fait, c'est pas la fête. Je peux pas juste compiler quelque chose n'importe où, le balancer n'importe où et l'exécuter. Et donc là, j'ouvre la porte dans un monde incroyable. Le monde de la cross-compilation. Je déteste le monde de la cross-compilation. Du coup, je découvre ça. Et en même temps, c'est assez logique. C'est pas la fête. On ne va pas builder n'importe où, compiler n'importe où, balancer n'importe où. Et du coup, je rentre un peu dans ce monde-là et je me rends compte que, effectivement, ce que j'ai fait, moi, c'est compiler avec mon compilateur local, GCC, créer un binaire, balancer le binaire sur SSH et ça ne marche pas. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est du coup utiliser une toolchain particulière. Donc, une toolchain, c'est un ensemble d'outils, donc avec un compilateur particulier qui sait qu'il cible de l'ARM Cortex, donc l'architecture CPU de mon Kindle, et qui va générer du coup un binaire typé ARM7. Je simplifie beaucoup la toolchain, je vous parle du compilateur, mais il y a plein de trucs dedans, il y a plein de librairies, de linkers, tout plein de trucs, donc je ne suis pas expert du tout, mais voilà, c'est un gros tas qui va nous aider à compiler pour le Kindle. Ok, donc il faut que je trouve une toolchain qui me permet de faire ça, qui sait qu'il tourne sur Mac et qui balance pour binary. Easy. Ah non, pardon, pas easy, parce que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. J'ai cherché peut-être skill issue, j'ai trouvé des trucs, mais ça marchait pas totalement. Et du coup, je suis passé à l'étape d'après. En fait, très rapidement, j'arrive à générer ma propre toolchain. Il y a des générateurs de toolchain qui font ça. Je lui dis, je veux ça, je veux cibler ça, machin, et ça génère. Et donc, il y a un outil super pratique qui s'appelle CrossToolNG. Donc, CrossToolNG can build all these kind of toolchains or is aiming at it anyway. Donc, il tente, s'il peut, de vous créer votre toolchain. Et donc, ça, c'est la doc officielle. Donc quand il y a du doute dans la punchline officielle, ce n'est pas très bon signe parce que ça veut dire que c'est assez compliqué. Mais voilà, le but c'est de prendre CrossToolNG, faire une configuration qui dit oui, je suis sur Mac, génère-moi une toolchain qui peut builder des trucs pour Kindle. Donc on va faire ça. Donc j'y vais. On va essayer de se créer une toolchain qui s'appelle ARM Cortex A8 Linux Nubi GCC. Donc là je parle du compilateur, mais il y a tout ce qui va derrière. Je veux une toolchain qui build pour tout ça. Donc, première étape, on installe CrossToolNG sur le Mac, tout va bien. Donc, je installe beaucoup trop de trucs. Ça a pris 10 minutes, c'était trop long. Et après, je vais voir la doc, du coup, parce que j'ai installé, puis je suis allé voir la doc, donc à ne pas faire déjà. Et du coup, déjà, sur la page, il y a plein de warnings qui disent « Ah oui, si vous êtes sur macOS, il faut monter un disque virtuel parce que ça ne marche pas sans. Il faut que ce soit sensible à la casse. Et en plus, il faut des droits admin de je ne sais plus quoi. » Et il y avait des warnings de « Attention à ne pas casser votre Mac, attention à ne pas casser votre Mac. » Donc, j'étais pas très serein. C'est pas le mien en plus, c'est celui du taf. Donc, j'ai failli le briquer. Donc, il y a beaucoup de briques dans ce talk. On ne va pas faire ça. Donc, comme tout dev sensé, lorsque j'ai un souci, je mets une couche de container et de Docker. Donc, on va juste faire ça. C'est pas pratique. Enfin, c'est super pratique, mais bon, c'est pas très pro, mais bon. Donc, ok, on refait tout, mais sur Ubuntu dans un Docker. Donc, on installe. Cette fois, ça marche bien. Et du coup, j'arrive dans le menu et on me demande de configurer ma toolchain. Qu'est-ce que tu veux?
Donc moi, ce que je veux, c'est créer un truc qui va cibler l'architecture ARM-V7, celle de mon Kindle, et je dois choisir tout plein de paramètres. Donc je vais quand même continuer à utiliser un compilateur de la famille GCC. Je dois configurer des trucs comme l'interface EABI. Donc franchement, je vous dis la vérité, je ne sais toujours pas exactement comment ça marche, parce que c'est encore en dessous de la façon dont LCPU parle avec ce qui est encore en bas. Donc très peu intéressé par tout ça. Et aussi l'Indianness. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fac, c'était les trucs où j'écoutais pas, parce que je dis, bon, les sens d'ordre des bits, on s'en fout un petit peu. En fait, c'est super important. Donc, Little Endian, Big Endian, l'ordre de sens des bits en fonction de l'architecture pour laquelle vous buildez, bah, c'est super important. Donc là, il faut choisir la bonne. Donc là, je vous en ai mis que quelques-uns, donc 5-6, sauf que moi, j'avais ça. Donc déjà, c'est pas super sexy. Et en plus, j'adore parce que c'est dans le terminal. Vous lancez votre terminal et il vous hijack votre terminal et vous dit, voilà, maintenant, tu traînes dans ça. Donc ça prend pas mal de temps. Il y a plein d'autres paramètres, mais voilà. Je cherche sur Internet, on se débrouille, on arrive à trouver un truc. Donc j'ai ma configuration de prête. Je lance la toolchain et ça prend 35 minutes. Donc au bout de 20 minutes, déjà, j'étais allé me faire à manger parce que vraiment, je ne pensais pas que ça allait marcher. Je me suis dit, bon, bah, je vais revenir avec un Mac qui ne marche plus. Mais en fait, c'est juste que ça prend du temps et l'image Docker faisait 18 gigas à la fin. Mais à la fin, normalement, ça avait généré ma toolchain. Donc on se retrouve à ça. On est dans du Ubuntu avec du coup tout ma toolchain dedans qui est capable de générer du ARM-V7 que je peux sortir du container, que je peux balancer via SCP sur mon Kindle. Est-ce que c'est de l'over-engineering? Clairement. Mais on s'en fout un petit peu. Le but, c'est que ça marche. Je ne suis pas là pour faire des trucs pro. On va tester, vu que maintenant, on a une toolchain. Hop là. Donc là, on le reconnaît toujours, hein, ls. Si je vais dans mon snippet et que je triche un peu, j'ai déjà mon binaire LORM que j'ai sorti de mon container et je l'ai déjà copié sur mon Kindle. Donc là, je vais directement aller sur le Kindle. Vous avez l'habitude maintenant. Si je vais dans CD démo et que je fais un hello-arm, c'est le même fichier LOC, hein, juste généré avec mon binaire. Kanakikit Yasuken, ça marche. Incroyable. Let's go. OK. Donc tout ça pour un Hello World. Donc ça, ça a pris un peu de temps. On peut revenir, on peut parler de Doom. Et donc Doom, depuis tout à l'heure, je vous fais un peu un amalgame. Je vous dis, on va recoder Doom, on va porter Doom. En fait, Doom, il y a deux trucs. Il y a le moteur de jeu, Doom, qui s'occupe de faire du rendering, qui s'occupe de gérer l'IO, qui s'occupe de la logique du jeu, de la 3D, de tout plein de trucs. Et il y a tout le reste, le point WAD. Si vous êtes venu au talk d'hier, il était excellent, il faisait bien mieux l'explication que moi en plus. Dans le point WAD, il y a les textures, il y a les metadata, il y a la soundtrack, il y a l'level up, il y a tout le reste en fait, qui est vraiment de la création artistique et direction artistique. Et donc techniquement, c'est le moteur de jeu, il est open source, le point WAD, il est copyrighté. Donc là, pour le talk, si ID Software regarde, c'est une copie personnelle parce que j'ai dû acheter un Doom il y a très très longtemps. Donc je me permets d'avoir un point WAD sur mon ordi. Ne m'attaquez pas en justice. Mais nous, ce qu'on recode, du coup, c'est le moteur de jeu. Et le moteur de jeu, il est tellement bien créé, enfin, tellement bien pensé qu'en fait, il y a plein de jeux qui tournent sur le moteur de jeu Doom. Je crois qu'il y a Doom 2, 3 et 4. Il y a pas mal d'autres licences aussi de jeux qui ont utilisé le moteur de jeu. Et le moteur de jeu a été exploité pendant une dizaine d'années. Donc, c'est le moteur de jeu qu'on veut recoder et après on peut lui feed comme une grosse machine de Turing, plein de watts différents et il va juste interpréter le jeu. Et donc voilà, les points watts, c'est ça, c'est les sprites, c'est les maps, c'est tout le reste, toute la direction artistique en gros. Mais nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est le jeu. Et donc le jeu, ça c'est le code originel, il ressemble à ça. Donc je vous disais tout à l'heure, je vous dis c'est très bien codé. Les amateurs de DDD, ils vont tomber amoureux du repo de Doom parce qu'en vrai c'est une masterclass d'inversion de dépendance, de code générique. Tout ce qui est en blanc, là, toutes les cases en blanc, c'est du code pur C qui fait référence à aucune plateforme. Ça tourne chez du C en fait, pur. Et en fait, dès qu'il y a besoin d'accéder à des choses de la plateforme sur laquelle on tourne, bah, on s'attache à système vidéo, système audio, système de RAM, système network. Donc, plutôt très bien codé, et vraiment ça vient de quelqu'un qui ne fait pas trop de C, j'ai quand même réussi à m'y retrouver. Donc super impressionnant, mais on ne va pas directement utiliser ça. On va passer par un autre fork de Doom qui s'appelle Doom générique. Et tout ce que je vous ai montré là, le test de grossesse et le Thermomix, en fait, beaucoup de gens passent par Doom générique. En fait, c'est juste une réorganisation des fichiers. On ne change pas le code tant que ça, juste pour ne pas avoir à écrire un système vidéo, un système audio, un fichier pour la RAM, et en fait, juste, ils réinversent la dépendance, donc c'est un peu débile d'un point de vue purement code. Et en fait, j'écris tout dans un seul fichier. Donc c'est pratique pour les porteurs d'avoir un seul fichier où j'écris tout dedans. Et donc ce fichier,
bah, c'est Doom générique underscore sur quoi tu veux le porter. Donc moi, j'ai envie de créer un Doom générique underscore Kindle C. Et donc, 5 fonctions intéressantes. Donc les 5 fonctions, elles sont là, et c'est les 5 fonctions qu'il faudra créer pour porter notre jeu. Du coup, la première, c'est DG Init, c'est de l'initialisation de la plateforme. Donc en fonction de ta plateforme, est-ce que tu as besoin de gérer des trucs en amont? Si tu as des trucs à faire, tu les fais ici. Windows Title, c'est pour gérer du fenêtrage. Donc typiquement, si j'ai envie de porter le jeu sur Windows, bah là, il faudrait taper dans mon gestionnaire de fenêtres, machin. Sur Kindle, on s'en fout un petit peu. Donc ça, on va pas trop s'y intéresser. Provide Key Keyboard, GetKey, bah en fait, c'est un jeu. Il faut des inputs à un moment. Je vais pouvoir déplacer mon personnage. Du coup, rappelez-vous, sur mon Kindle, à moi, j'ai un D-pad. Ici, j'ai plein de boutons pour menu, machin, et j'ai un D-pad pour me déplacer dans les menus. C'est ça qu'on va utiliser pour déplacer notre personnage. Typiquement, le port sur Thermomix, dans ça, il faudrait gérer les inputs de l'écran tactile. Donc vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, mais dans cette fonction, vous gérez les inputs de votre plateforme. Sleep in millisecondes, parce que tous les jeux ont une clock interne, et en fonction des plateformes, ça peut être différent. Donc rien de très spécial ici, on va juste gérer une clock interne. Et du coup, le gros, DG Draw Frame, qui en fait, le jeu, le pur code C a généré une frame, il a géré une frame de son jeu, il la sort et après, t'en fais ce que tu veux. Donc là, normalement, en entrée de DG Draw Frame, j'aurai l'image courante à la seconde exacte de ce que a généré le jeu, parce que rappelez-vous, hein, le moteur de jeu, c'est ce qui génère quasiment tout. Il sort une image et après, tu la mets sur ce que tu veux. Et donc là, c'est à nous de nous débrouiller pour récupérer tous ces pixels et les afficher sur mon Kindle. OK. Donc voilà, 2 fonctions super intéressantes. Le GetKey et le DrawFrame, le reste, les trucs à côté, c'est pas super intéressant. Est-ce que c'est de la triche de passer par Doom générique et de ne pas porter le jeu directement? Alors peut-être, mais déjà, c'est mon tool que je fais ce que je veux. et ensuite, le but, c'est juste de faire tourner le truc. Encore une fois, c'est pas super pro, mais voilà, c'est le style du perso. OK, donc on va parler du Kindle à un moment. Dans le Kindle, il y a un truc qui s'appelle le frame buffer. C'est un truc qui est dans beaucoup d'objets embarqués. C'est littéralement la dernière étape avant d'afficher sur une plateforme quelque chose. Donc typiquement, c'est vraiment c'est sur le shell, je pourrais faire un ls/dev/fb0. Donc c'est le frame buffer. Moi, j'ai un Kindle de 600 par 800, donc 480 000 pixels. Et donc chacun de ces pixels-là, il est encodé sur 8 bits. Voilà. 8 bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, j'ai 8 champs où chacun peut être un 1 ou un 0 et je peux lui donner une valeur. Donc en fait, 8 bits encodés, en fait, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que, si ça veut bien marcher, c'est que ça génère en fait, 256 nuances de gris possibles, parce que du coup, avec 8 combinaisons, 1 avec des 0, j'ai le choix d'aller de 0 à 256. Et du coup, chaque pixel peut prendre une de ces valeurs-là. Donc typiquement ici, si je vous montre, si le tout premier pixel, par exemple, je lui donne la valeur 0, donc la valeur 0 de binaire, c'est 8 fois 0, 0 pour les humains, en fait c'est du pitch black, c'est du noir. Très bien. Si j'avance un tout petit peu et qu'un autre pixel, par exemple, je lui donne la valeur 47, donc la valeur binaire de 47, elle est juste à droite là. Si je donne ça littéralement, il n'y a pas de conversion, rien du tout, je donne ça à mon pixel va dire, ok, en fait, c'est du gris un peu clair là. Enfin, pardon, très foncé, pardon. Et en fait, c'est comme ça jusqu'à monter tout en haut. Donc, si à un pixel, je lui donne la valeur 210, qui est la valeur binaire qui est là-bas, en fait, ça va être du gris assez clair aussi, et il va prendre cette couleur-là. Donc, c'est super simple, c'est super terre à terre, c'est directement. Et donc, si on monte tout en haut et qu'on max tout, on a 255, qui est la 256e valeur. C'est du 1 à 1, c'est du blanc. Donc, rappelez-vous, grayscale, on va de 0 à 255. Donc, c'est assez simple. Si je me dis que je peux populer mon frame buffer avec 480 000 valeurs qui ressemblent à ça, je peux afficher des trucs sur mon Kindle. Donc on peut tester, ça va être plus simple. Oui, voilà, pardon. Si je balance du binaire raw dans mon /def/fb0, je peux afficher ça. Donc on va tester, ça va être plus simple. Hop là. Donc là, vous voyez, il y a mon Kindle. Yes. Donc là, je vais l'allumer. Donc c'est un Kindle super classique, des pads, tout va bien. Je vais quand même baisser un peu ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais mettre message dessus. Là, vous êtes des pros, vous avez l'habitude. Je vais quand même cacher ça. Et voilà, hop là. Donc, ce que j'ai envie de faire déjà, pour tester que ça marche, je vais peut-être juste balancer du binaire assez random dans mon frame buffer, juste pour voir. Avant de commencer à afficher des frames ou des 3, on va juste faire un truc un peu random. Donc, il y a une commande qui s'appelle dd, qui est une commande sur Linux juste pour prendre des trucs quelque part et les mettre quelque part. Donc, ce que je fais, c'est je vais prendre dd input file. Donc, en input, je vais juste lui dire, tu sais quoi, c'est /dev/random.
Ça doit être ça, ouais. Donc, prends-moi des valeurs random, n'importe où, et mets-les-moi dans mon frame buffer, s'il te plaît. Donc, si j'arrive à bien taper, /dev /fb0, rappelez-vous, hein, prends-moi du n'importe quoi, mets-les-moi dans mon frame buffer. Il faut quand même l'aider un petit peu parce que du coup, il y a de la mise en forme à faire. Donc, je lui dis, mets-moi des trucs qui font des byte size de 600 et tu me mets ça 800 fois. Parce que du coup, on veut balayer tout notre écran et on veut tout mettre. Je balance, il ne se passe pas grand-chose parce que le frame buffer, faut l'aider un petit peu. On lui met des trucs dedans, mais il faut quand même lui donner le final order de vas-y, s'il te plaît, mets-toi à jour. Donc là, il y a tout qui est dans une zone tampon chez lui. Donc il faut juste lui faire un petit echo 1 dans /proc /e-ink /update display. Et en fait, là où vous voyez, en fait, il y a plein d'utilitaires que les devs Amazon utilisent. Et donc là, en fait, je parle à mon frame buffer e-ink, je lui dis update-toi. Et donc si je fais ça, whoop, incroyable, ça marche. On a mis du n'importe quoi. On prend les victoires. Hein. On a mis du n'importe quoi sur mon écran. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être zoomer un petit peu. C'était bien, ouais. Ok, donc là, on a mis du n'importe quoi. Par contre, du coup, si je peux mettre du binaire raw random dans mon frame buffer, je peux mettre une image. Et en fait, comme c'est tout quand même bien préparé, hop là. Ici, j'ai une image.raw que j'ai préparée. Du coup, je fais exactement la même chose, sauf qu'à la place de mettre du urandom, je vais mettre mon image raw. Et on va voir. Et mon image raw, du coup, je l'ai préparée pour la mettre dans le bon format et tout. Mais en soi, je devrais pouvoir faire image.raw. Merci. Pareil, il faut lui dire 2 fois de subdate. Et là, Riviera Dev, incroyable. On commence à avancer. On arrive à mettre des trucs sur le frame buffer. Donc ça, c'est cool. Bon, on a mis une image. Et bon, un jeu, c'est quand même beaucoup d'images. Et en plus, il y a de l'input. Donc ça, c'est le frame buffer. Donc le but, ça va être que dans le code, je reproduise exactement ce que vous venez de voir. Ce que j'ai fait à la main, là, prendre des trucs quelque part, les mettre quelque part, dire à mon frame buffer de s'updater, c'est exactement ce que je vais faire. Si vous avez déjà fait du portage de jeu, c'est pas du tout classique ce que je fais, parce que normalement, tu as des gestionnaires de frame buffer qui font ça pour toi. Mais comme moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, j'ai bypassé, j'ai dit, allez, bam, je balance direct dans le frame buffer. Et du coup, ce que je fais, c'est ça. Rappelez-vous, quelques fonctions importantes, DGInit. DGInit, tout ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon frame buffer et dire, bon, à partir de maintenant, il est ouvert, je peux balancer des trucs dedans. OK. DrawFrame. Rappelez-vous, le jeu me fournit la frame à afficher. Je sais combien de pixels le jeu me sort. C'est ce que j'ai déjà oublié, mais le jeu Doom, c'est 400 par 600, je crois. Donc, je sais exactement que si je fais une double boucle de XY, je peux tomber sur chacun des pixels de la frame que me sort le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce pixel-là, donc double boucle. Le code n'est pas super intéressant parce que, bon, déjà, c'est moi qui l'ai écrit, et encore une fois, dev TypeScript dans le cloud, très loin de ça. Donc il n'est pas super intéressant, c'est plus les principes derrière qui le sont. Donc là, je récupère un pixel, le pixel courant, donc normalement, il y en a des milliers et des milliers. Et donc le premier, je le prends. Rappelez-vous, Doom, c'est un jeu, il y a de la couleur. Moi, je suis sur du grayscale. Donc, hier, il y a eu un super talk de Julien Sulpice sur la science des couleurs. Et du coup, là, vous retrouvez un petit peu des mêmes notions. Ce que je fais, c'est que je fais du bit shifting juste pour récupérer le RGB de mon pixel. Et donc, moi, je veux convertir ça, du coup, en grayscale. Et du coup, une formule assez standard et classique pour que les humains s'y retrouvent en grayscale à partir d'une image en couleur, c'est de prendre 0,299 coefficient du rouge, 0,587 du vert et 114 du bleu. Donc il y a tout un pan de la science des couleurs pour gérer ça en fonction des yeux des humains. Voilà. Donc là, c'est assez standard. Le but, c'est juste de faire un truc simple. Donc là, normalement, donc ça s'appelle l'intensité. C'est l'intensité de gris qui est à partir de ces trois composantes-là. Et donc ça, je mets ça dans une mémoire. Donc memory frame buffer, c'est juste une variable qui a la même forme que ma frame. Et je fais 255 moins parce qu'en fonction des devices sur lesquels on est, c'est juste parfois c'est inversé. Le 0 c'est le noir, le 255 c'est le blanc. Parfois c'est inversé. Sur le Kindle, c'est l'été. Et du coup, je fais ça pour tous mes pixels qui sortent. Je balance ça dans le frame buffer. Exactement comme j'ai fait. Donc là, vous retenez le fopen /proc /e-ink update display w. Donc écris-moi là-dedans, mets-moi un 1 et tu me closes tout ça. Donc j'ai refait exactement ce que j'ai fait en ligne de commande. Donc ça, c'est le code pour la frame. Sauf que dans un jeu, il faut prendre des inputs. Et du coup, de l'autre côté du frame buffer, il y a /dev /input /event1. Et très grosso modo, je vais aller rapidement sur ça. C'est le contraire en fait. C'est dans event1. À chaque fois que je clique sur un des pads là, ou n'importe quel bouton, normalement, il y a un event qui est fired, qui est envoyé dans event1. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est écouter ça,
reverse engineerer quel bouton fait quoi. Parce que du coup, au début, bah, je lance le truc, j'avance, en fait, ça recule. Donc, il faut juste reverse engineerer tout ça pour savoir que, OK, quand le code 45 arrive, en fait, c'est quand je clique sur la gauche. Et donc, moi, je peux mapper ça sur la commande gauche à envoyer au vrai jeu. Donc là, c'est juste du reverse engineering et du code pas très propre, mais le but, c'est juste de manipuler des événements qui arrivent et les balancer quelque part d'autre. OK. Il faut compiler tout ça. Donc, gros makefile. Spoiler, c'est pas moi qui l'ai fait. Le makefile, c'est Doom Generic qui le fournit. Mais du coup, là, il faut juste brancher tout ce qu'on a fait là. Mon compilateur, donc dans mon Docker, rappelez-vous, hein, Toolchain, ARM Cortex, Linux GUI. Il faut utiliser mon nouveau compilateur pour que ça marche sur Kindle. Et du coup, mettre toutes les sources de Doom. Et en fait, c'est toutes les mêmes sources, sauf le petit nouveau, Doom Generic _ KFB, pour Kindle Frame Buffer. C'est le dernier que je rajoute, c'est justement ma plateforme. Ici, ça aurait pu être Doom Generic _ Thermomix. On met le dernier. Et après c'est tout le reste, c'est du makefile assez classique, on build. On teste? Let's go. Je vais quand même réinitialiser parce qu'on ne sait jamais. Hop là. Hop là, ça ne bouge pas. Le monsieur italien. Hop là. OK. Donc là, vous voyez, ici, il y a mon Doom, qui est le binaire, qui a été compilé. Il y a mon Doom.wad que j'ai acheté. Et du coup, techniquement, je peux lancer mon jeu. Donc on va tenter. On va faire un slash Doom-épisode 1 parce que j'ai envie de passer tout ce qui est menu. Et depuis tout à l'heure, on parle de grayscale, donc c'est ce que je fais. Mode grayscale. OK, on lance. Hey, on a un truc, c'est pas mal. Ça a l'air de marcher. C'est plutôt beau, nickel. On essaie d'avancer, c'est catastrophique. OK, on s'arrête. OK, ça se stabilise, c'est assez beau. On réessaye d'avancer et on a mal à la tête. OK. Moi, je connais le niveau par cœur parce que je l'ai fait plein de fois et même là, je galère à me mettre pile en face de l'armure parce que j'ai envie de vous montrer. Donc je m'arrête un peu, okay, je vois où je suis. Donc là, clairement, il y a un truc qui ne va pas. Je ne considère pas ça comme une victoire parce que bon, voilà, là, vraiment, là, on a envie de vomir. Ok, j'avance un peu encore. En essayant de pas tomber de l'escalier. Attends, je vais m'arrêter, on va être patient. Hop là. D'habitude, je le fais un peu plus rapidement quand même. Hein. Hop là. On s'arrête là. Il ne faut pas que je prenne le bonus parce que je vois. Voilà. Et donc là, on visualise un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez le voir ici sur dans le vrai jeu, les sourcils du personnage, ils bougent un petit peu. Là, j'ai un bonus d'armure qui tourne sur lui-même, qui scintille et qui fait tout plein de trucs. Et en fait, on voit bien le souci. Il y a un gros souci de frame et de FPS en gros. Et en même temps, c'était assez, c'était assez prévisible parce qu'à chaque fois que je parlais de ça, on me disait ouais, mais tu vas avoir des soucis de FPS. Bah, spoiler, oui, oui, j'écris plus vite que mon écran est capable de réagir à mes inputs. Ok, donc ça c'est un peu dommage. Mais on va pas quand même s'arrêter là. On est ingénieur, on va essayer de trouver des solutions. En fouillant un petit peu, on se trouve qu'il y a plusieurs modes de display. Donc il y a celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc le mode 8 bits, où l'intensité du grid, c'est la formule dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf qu'en regardant un petit peu, il y a aussi un mode 1 bit. Et du coup, là, pour le coup, c'est vraiment du noir et blanc, parce que ça veut dire que chaque pixel a un seul bit pour savoir quelle valeur prendre, donc ça veut dire qu'il a deux valeurs, 0 ou 1, blanc ou noir. Et du coup, si j'étais amené à faire du black and white à partir de mon gris, qu'est-ce que je ferais? C'est simple, hein. Je prends mon intensité de gris. Si c'est plus proche de 0, je bascule à 0. Si c'est plus proche de 255, je bascule à 255. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, les taux de rafraîchissement, ils sont très différents. En grayscale, c'est 600 millisecondes. En black and white, c'est 125 millisecondes. Donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant je relance mon Kindle, je l'ai codé en amont, avec le jeu, mais au lieu de balancer du grayscale, je balance du black and white. On teste. On voit ce que ça donne. Hop là. Sait-on jamais. Hop là. Je lance. Il est là. Ouais, il est là. Je lance mon Doom, tout comme tout à l'heure, épisode 1, sauf que là, mode, je mets black white. Ça peut être pas mal de savoir ce que je type. Oui, très bien. Ok, je lance. Ok, c'est pas très beau, parce qu'on est passé de grayscale à du black and white. Par contre, est-ce qu'on a résolu notre petit souci de FPS? Un peu plus.
on s'y retrouve. C'est pas beau du tout parce que zéro grayscale et c'est dommage d'avoir perdu toute cette qualité de couleur, de nuances de gris. Mais au moins, 125 millisecondes, c'est quelque chose d'un peu plus acceptable pour au moins ne pas vomir lorsqu'on joue. Pardon. Ok, bon, black and white, c'est passable. Grayscale, pas du tout. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Pas du tout. J'ai eu la chance de pouvoir bosser dans la vidéo avec des ingénieurs vidéo dans du streaming. Et des ingénieurs vidéo, ça parle beaucoup de pixels. Et ils m'ont parlé d'un concept un jour qui s'appelle le dithering, qui s'appelle la diffusion d'erreurs. Donc la diffusion d'erreurs, qu'est-ce que c'est? C'est prendre un pixel. C'est un concept utilisé dans tout plein d'industries, dans les imprimantes à l'époque, dans les années 70, c'est ça qu'ils utilisaient aussi. En fait, c'est propager une erreur qu'on génère sur des nodes voisins. Donc, typiquement, ici, j'ai un pixel. Si je génère de l'erreur sur un pixel, je vais essayer de partager cette erreur à ses copains. Donc, je vais mettre 7/16e de l'erreur sur le copain de droite, 1/16e sur en bas à droite, 5/16e en bas et 3/16e à gauche. C'est plus simple si je vous montre avec une petite interface. Donc, le premier, il est toujours différent parce qu'il n'a pas de voisin de gauche, donc on ne le prend pas. Mais là, typiquement 100. Là, j'ai du grayscale. Ça, c'est mon écran. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de transformer ce grayscale en black and white? Là, 100, c'est plus proche de 0 que 255. Du coup, je vais forcer ça à 0. Mais on enlève 100 points de valeur. C'est dommage de les perdre. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces 100 points que j'ai enlevés, je vais les rajouter sur les voisins. Donc là, typiquement, je clique sur ça. 100 points de valeur, 7/16e de 100, c'est 44. On les met sur les voisins de droite. Pareil, pour 1/16e, on le met sur le 5. Pareil ici, pareil ici. On a enlevé 100 points, donc on les rajoute à côté. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va s'intéresser, en fait, on va balayer tous les pixels. Lorsqu'on va s'intéresser au deuxième, donc 190, on ne va pas juste regarder 190, on va regarder 190 plus 44. Donc 190 plus 44, c'est quand même plus proche de 255 que de 0. Sauf que du coup, cette fois, je rajoute de la donnée inventée de nulle part pour atteindre 255. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste propager la valeur négative sur les copains. Donc ici, pareil, en fait, ça propage. J'ai rajouté des trucs, cette valeur-là que j'ai rajoutée de from nowhere, je vais quand même la propager aussi. Donc on se retrouve avec des valeurs positives ou négatives. Et en fait, on continue comme ça. Donc là, je vois que c'est très abstrait ce que je vous parle. Hein. Donc, bon, c'était sympa, Mousse, tu as des trucs qui montent, qui descendent, tu rajoutes des chiffres. Bon. Sauf que lorsqu'on arrive typiquement sur le 130 sur papier, si on ne fait pas de dithering, ça passe à 255. Sauf que là, typiquement, avec tout ce qui s'est propagé, on passe à -13. Et du coup, -13, ça le fait passer de l'autre côté de la frontière. Donc ça, c'est du 0 finalement, alors que ça aurait été du 255. OK. Je vois que je ne vous convainc pas du tout, parce que voilà, c'est des maths. Donc, on va prendre un banger du cinéma pour vous parler de ça. Alors, Bob l'éponge. Donc, super image, plein de grayscale, de la couleur. Donc ça, c'est mon image originale. Si je me décide de faire du grayscale, le 8 bits, tout va bien, c'est assez joli, il y a des nuances de gris, tout va bien, c'est assez connu. Si on fait du black and white, ça ressemble à ça. Mais du coup, c'est ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Sur mon Kindle, c'est pas très beau, c'est dommage. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je prends cette image-là et que j'essaie de faire du grayscale j'applique un algo de dithering que je vous ai montré. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai utilisé un algo qui s'appelle l'algo de Floyd Steinberg. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'algos différents. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a ça. Et là, si vous pensez voir du gris, c'est un effet d'optique. Il n'y a que du noir et du blanc. C'est juste qu'en ayant diffusé l'erreur, on se dit qu'en fait là, on a accumulé plein de noir en rajoutant des données. En fait, on va juste diffuser l'erreur. Vous voyez que l'explication est floue parce que c'est de la magie des maths. Hein. Clairement, là, j'essaie de vous expliquer le concept de diffusion d'erreur et c'est pas super simple. Mais en fait, c'est vraiment assez magique, ça se voit super bien. Là, il n'y a que du noir et du blanc et pourtant, on pense voir du gris. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si, au dernier moment, dans mon algo, au lieu de balancer ça, j'applique un algo de dithering? On teste. On voit ce que ça donne. Donc là, franchement, vous avez l'habitude, monsieur italien, ça bouge pas, /démo, /doom. On lance Doom toujours en épisode 1. Et en plus, j'ai codé le jeu pour pas avoir de monstres, parce que flemme de me faire tuer en plein talk par un monstre. Du coup, pour simplifier, je les ai enlevés. On lance. Et là, OK, on a un truc. On a l'air d'avoir... C'est focus, ça? C'est pas très focus, si. Du coup, là, on a l'air d'avoir quelque chose. Et si on avance, est-ce qu'on a résolu et à la fois notre souci d'FPS et à la fois, bon là, on a un peu du grayscale, ça va. Bon, en vrai, c'est pas mal.
C'est pas mal, là, on arrive à bouger. Bon, voilà, on n'est pas sur du GOTY, on n'est pas sur du clair-obscur, on n'est pas sur un jeu de fou, mais c'est acceptable. Et clairement, là, si j'arrive à... Ce que j'essaie toujours de faire en talk, c'est de tirer sur le calibre, sur le baril, mais c'est pas tant à cause du jeu, c'est juste le skill issue, là, clairement. Hop là. Si on arrive à tirer... Attends, quand même, je suis super proche, là. Ah bah voilà, merci. Voilà, franchement, c'est acceptable parce qu'on a du grayscale faux dithering. On arrive à ne pas vomir lorsqu'on avance comme en mode classique. Et en plus, c'est super intéressant. Si vous voyez ici en bas, là, il y a mon algo de dithering qui se heurte au fait que en fait, mon Kindle il est plus grand que ce que j'ai. Et du coup, à un moment, en fait, il n'y a que des pixels blancs. Et du coup, en fait, c'est l'effet qu'on voit ici. En fait, c'est toute l'erreur qui s'est propagée en fait, qui s'annule parce que à partir d'un certain moment, il n'y a que des trucs blancs. Donc franchement, là, j'ai plus rien dans la poche comme technique d'ingénieur. Là, on part sur une victoire pour moi. Je suis content. J'ai porté Doom sur Kindle. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de conclusion de mon Doom de Wish? Alors, déjà, dommage, pas de son. Hier, il y a eu le talk sur Portage Doom en WebAssembly. C'était super intéressant. Il y avait un gros chapitre sur le son. Moi, clairement, limitation technique. Il n'y a pas de son sur un Kindle. On ne touche pas à ça du tout. C'est quand même dommage d'avoir du monochrome. Mais bon, là, encore une fois, c'est la limitation technique. C'est dommage de devoir passer par un algo de diffusion d'erreurs pour faire ça. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Je suis en mode portrait. Je ne suis pas en mode landscape. Vous allez me dire, après tout ça, ce serait simple de juste basculer et mettre à l'envers. Alors ouais, sauf que du coup, si je mets en mode landscape, je peux agrandir la frame. Si j'agrandis la frame, il va falloir interpoler des pixels. Parce que du coup, je ne peux pas les inventer. Enfin, si, je peux les inventer, mais du coup, c'est de l'interpolation. Et du coup, je pourrais faire ça, mais par contre, j'ai absolument aucune idée de l'impact que l'interpolation de pixels aura, ou extrapolation, j'aime lequel on dit, de pixels a sur le dithering. J'ai l'impression que du coup, en rajoutant des données fictives ou interpolées, ça peut affecter le dithering. Et je ne vais pas vous mentir, j'avais aussi un peu la flemme de recoder tout ça. Donc, le mode portrait, c'est très bien. Et j'ai calculé avec des logs et en faisant un petit peu de performance, je tourne autour des 10 FPS. Donc, au moins, je suis double digit, donc je suis content. C'est une victoire. Et un peu plus sérieusement, c'est super cool d'avoir level up en C. Je le dis depuis tout à l'heure, moi, je suis dev TypeScript, donc déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de C, c'est depuis très très longtemps. J'ai découvert un amour pour la cross-compilation. C'est faux. Et du coup, c'est ce que je disais là tout de suite avant. C'est super cool de sortir de ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je suis dev TypeScript dans du cloud. Donc, je déploie dans des VM qui ne sont même pas sur mon continent. Et là, je me retrouve à coder sur les trucs qui me disent « Ah non, mais là, Coco, tu compiles pour le mauvais truc. » Et donc, c'est super intéressant de sortir de ce qu'on fait d'habitude et d'avoir des limitations qui sont totalement différentes de ce qu'on fait d'habitude. Et victoire personnelle pour un gosse de la culture Internet qui a grandi dans les années 2000, participer à avoir juste mis ma petite pierre à l'édifice de ce qui a été codé par, des ports de Doom, c'est une petite fierté personnelle. Merci beaucoup. Il y a tout plein de trucs sur la droite. Franchement, c'est juste un travail de vulgarisation que j'ai fait. Ça prend du temps, mais en vrai, beaucoup de ressources super intéressantes. Le Black Book Doom, Fabien Sanglard, qui reprend tout le jeu de comment il a été codé. Mobile Erase, Doom Generic, tout plein de choses. Plein d'algos de dithering aussi. Donc c'est tout plein de trucs super intéressants. Je vous conseille d'aller les voir. Je m'appelle Mustapha Agak. Je suis développeur du coup TypeScript, je l'ai dit plein de fois. Full Stack Engineer, je travaille à Zenica et HomeServe, c'est mon client. Tout est open source. Le code de Doom, si vous avez un Kindle 4 de génération 4, vous pouvez aller copier. Tout est déjà généré en plus, vous n'avez pas besoin de passer par Docker comme moi pour récupérer le binaire. Et les slides aussi sont disponibles sur Internet. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est un plaisir d'être là. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir, sauf ceux qui font de l'embarqué, ceux qui font du C et qui savent mieux de quoi je parle. Pardon, oui, il y a un micro qui tourne ou non? Ok, vas-y. Exactement. L'input event 1, il récupère aussi, il envoie les coordonnées de là où l'écran tactile a été poussé. Donc il faut juste faire un petit code qui dit, en fonction de la coordonnée, c'est en haut à droite. Donc exactement, ouais. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs d'input à base d'écran tactile, c'est clairement ça, ouais. Ouais. Ouais.
parce qu'on est à poil sur la Kindle. J'ai essayé, c'est un des premiers trucs justement avant de générer un toolchain. Il n'y a que dalle dessus et c'est pas si puissant que ça. Enfin, c'est assez particulier parce qu'on pense on peut jouer des jeux, on peut lire plein de trucs. La compilation, j'avais tenté sur quelques trucs, c'est quand même super compliqué et très vite on est en mode ah bah il manque ça comme dépendance, il manque ça comme dépendance. Et au bout de la 4e copie de la lib, j'étais en mode bon allez, je vais générer ma toolchain, c'est plus simple. Il y a un mode que j'ai activé qui refresh toujours tout. En fait, par défaut, à l'époque en plus, en vrai, la 4e génération, mais ça va. À l'époque, ils faisaient tout le temps du refresh et maintenant ils font du refresh partiel. Mais en fait, j'ai juste activé le mode refresh-moi toujours tout à la fois parce que sinon, effectivement, tu as du ghosting et tu as de l'encre de la frame d'avant qui reste. Ouais. Ouais. euh, euh, Oui, 50% du talk, je pense, c'est les slides. J'ai passé autant de temps sur la cross-compilation que sur faire les slides et coder le jeu. En vrai, ça m'a pris genre une semaine, alors que voilà, la cross-compilation, ça m'a pris un mois et le talk aussi, ça m'a pris 3 semaines. J'utilise Slide Dev. C'est un outil de slide et en fait, c'est que du code pour le coup. Je peux vous le montrer. Je fais ça. C'est du code, c'est du VJS et du Markdown. Et du coup, au moment là où j'ai besoin de faire du code, je fais du code, typiquement pour faire un overlay. Donc j'ai codé, tapé dans l'API web, talk ici, hop là. Et j'intègre mon terminal exactement. Et du coup, c'est mon vrai terminal local. Et du coup, je peux faire du SSH, je peux faire des vidéos, je peux faire tout. Donc c'est super pour intégrer des trucs. C'est plutôt cool. Mais du coup, c'est du pur code. Vous voyez en plus que j'ai encore des logs de ce matin parce que j'arrivais pas à trouver ma caméra. mais effectivement, ici, je retrouve, il y a du code JS et les slides. C'est quand même, quand c'est simple, c'est du Markdown. Typiquement ici, voilà, ici, c'est mes sources. Vous voyez, c'est du Markdown, c'est super simple. Et quand j'ai besoin de faire du code, c'est du code. Ouais, exactement, ça peut être cool et tout. Ça a pris autant de temps. Ce qui est cool, c'est que je peux tester du truc comme ça aussi. Je peux faire une slide de diagnostic et tester que tout marche bien juste avant de faire le talk. C'est cool. On a fait le tour? Okay. Merci beaucoup.